Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, Michel Taubman, politique international, Denis Charbit, politologue, Pascal Bruckner, essayiste, et Aline Lebaille-Crémel, la règle du jeu. Nous reviendrons sur la grande interview du président de la République mercredi dernier sur TF1. Nous parlerons des attaques contre la participation d'Israël à l'exposition juive d'Orient, des ravages de la culture woke et des procès des attentats du 13 novembre. Et on va commencer par la grande interview du président de la République, pas encore candidat mais qui s'en approche. C'était mercredi soir sur TF1 et LCI. Emmanuel Macron a fait une sorte de bilan en se gardant de faire de la politique. Vous avez regardé, Michel Taubman ? Oui, j'ai regardé comme 3 millions de téléspectateurs, je crois, ce qui n'est pas beaucoup pour une prestation du président de la République, puisque lors de ses dernières interventions, il avait battu des records d'audience, voilà. Et donc, je pense que ça met quand même l'accent peut-être sur plusieurs choses. La faible audience, c'est d'une part, les Français n'ont peut-être pas encore la tête à l'élection présidentielle. Deuxièmement, il n'allait pas annoncer, quand il est intervenu ces derniers mois, c'était pour annoncer des mesures qui touchaient la vie quotidienne avec le Covid. Il allait parler de politique, de son bilan, etc. Et sur la longueur, ensuite, c'était long. Emmanuel Macron a toujours tendance à faire des interventions longues. Là, ça a duré 2 heures. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant et de très bonne qualité. Mais et je suis pas sûr que beaucoup de Français, un soir de semaine, aient la tête à regarder pendant plus de 2 heures, à partir de 21h10, donc jusqu'à 23h10 ou 23h30, le président de la République. Donc ça, c'est c'est pas seulement la forme, c'est aussi des indices de l'air du temps. À part ça, sur le fond, je pense qu'on a vu un Emmanuel Macron extrêmement pugnace, extrêmement bien dans sa fonction, c'est-à-dire qui assume vraiment la fonction, qui a mûri. Ce n'est plus le jeune candidat disruptif d'il y a 5 ans. C'est un homme qui est installé dans la fonction. Et 2 choses me semblent importantes. C'est d'une part le fait qu'il a fait son autocritique. Il a essayé, avant d'entrer en campagne, puisqu'il entrera en campagne, de nettoyer un certain nombre de choses qui lui collent à la peau. Est-ce qu'il va réussir? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, il y aura toujours des gens pour le détester, mais revenir sur un certain nombre de petites phrases, de fautes de comportement, etc., qui ont fait son image de candidat d'homme méprisant, arrogant, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un président de la République en exercice reconnaître des erreurs personnelles, des défauts personnels, etc. On n'imagine pas Mitterrand et Chirac dans ce genre d'exercice, puisque jusqu'à présent, ces grands fauves qui ont toujours affiché un cynisme politique, étaient des gens qui ne se trompaient jamais, qui ne reconnaissaient jamais leurs erreurs. Alors, on peut dire qu'il joue très bien. Il a fait du théâtre, ça se voit. Mais en même temps, je crois qu'il jouait son propre rôle. Il ne joue pas un autre rôle. Et ça, c'est important. Et sur le fond, ce qu'on a cru apercevoir aussi entre les lignes de sa future campagne, puisque vous parlez du lancement de sa campagne, c'est qu'il souhaite apaiser, rassembler et surprendre. Oui. Alors l'exercice va être un peu difficile, non? Vous savez, c'est une mission jusqu'à présent impossible pour un président de la Ve République de se faire réélire lorsqu'il est au pouvoir. Je veux dire que Giscard, après 7 ans, avec une majorité, peut-être en partie hostile avec le RPR, mais avec une majorité qui lui était acquise, législative, a été battu. Sarkozy, dans la même situation, a été battu. Et François Hollande n'a même pas pu se représenter. Les seuls qui ont été réélus, c'est Mitterrand et Chirac, mais qui étaient en cohabitation et qui étaient devenus le chef de l'opposition. Mais en France, il y a une espèce de fatalité depuis 40 ans, c'est que le sortant, celui qui exerce la réalité du pouvoir, et Macron l'exerce totalement,
est battu. Donc c'est une mission difficile pour Emmanuel Macron, et c'est vrai qu'il faut non seulement assumer un bilan, mais il faut assurer aussi des perspectives nouvelles. Voilà. Et là, il joue le changement dans la continuité. C'est-à-dire, je suis là, je suis sérieux, je suis solide, je vous ai protégé, mais il dit aussi, je n'ai pas changé par rapport à ce que j'étais en 2017 et je veux faire des réformes. Moi, ce que j'ai vu noter quand même, c'est un infléchissement à gauche, entre guillemets, parce que ces notions sont très relatives et qu'il n'emploie même pas. Il n'emploie ni le mot gauche, ni le mot social-démocrate, ni le mot droite, hein, mais un infléchissement qui est plutôt une adaptation finalement du discours à la politique qu'il a menée, car la politique qu'il mène depuis le début du Covid, c'est pas une politique libérale, c'est pas une politique de remise en cause des acquis sociaux. C'est une politique extrêmement protectrice, à la fois des salariés et des entreprises, mais c'est une politique qu'on pourrait qualifier de tout à fait social-démocrate. Et donc, il y a un infléchissement du discours, par exemple sur les fonctionnaires, où il attaque la droite, il attaque Pécresse qui veut supprimer les fonctionnaires, alors que lui, il le disait aussi il y a 5 ans, il se pose finalement, il s'adresse aussi maintenant du côté gauche, et je pense que c'est tactiquement intelligent, où il n'y a pas de leader incontesté, et où il y a un réservoir de voix, notamment les gens qui ont voté pour lui en 2017, mais il y a un électorat en déshérence, et il aura besoin de s'appuyer sur cet électorat. Alors, les réactions ont été très dures, le Rassemblement national, notamment Marine Le Pen, qui a fait semblant d'entendre qu'il a appris à aimer la France. Quand on regarde le texte, il a dit qu'il avait appris à aimer les Français, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui, elle a dit qu'elle a toujours aimé les Français. Bon, à part ça, c'est de bonne guerre, hein, c'est de bonne guerre. L'opposition s'oppose, avec quand même quelque chose qui est gênant, c'est que l'opposition s'oppose tout le temps et surtout, et pas toujours sur des questions essentielles, notamment toutes les oppositions sont scandalisées que Emmanuel Macron n'ait pas déclaré aujourd'hui sa candidature, alors que tous ses prédécesseurs, que les uns et les autres ont soutenu, que ce soit Sarkozy, que ce soit Mitterrand, que ce soit Chirac, ils ont profité de cette fonction jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, si Emmanuel Macron était entré en campagne, on lui reprochait un manque de sérieux, de privilégier ses intérêts électoraux par rapport aux intérêts du pays en période de Covid. Donc tout ça n'est pas très sérieux et on peut critiquer le pouvoir actuel, mais on a malheureusement des oppositions qui sont pas à la hauteur. Alors je pense qu'on aura l'occasion évidemment dans les prochaines semaines de revenir sur tous ces problèmes et sur la campagne en général. Ce qu'il faut retenir dans la semaine, c'est aussi cette lettre ouverte à l'IMA. L'IMA, c'est l'Institut du monde arabe, à propos de l'expo dont on vous a parlé dans cette même émission, Juifs d'Orient. 200 intellectuels arabes dénoncent des signes explicites de normalisation avec Israël. Les signataires reprochent à l'Institut du monde arabe de présenter Israël comme un État normal, ce qui a l'air de faire problème. Le BDS s'en mêle. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vous-même pris à partie. On va en parler. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez ces signataires qui s'en prennent à vous directement ? Écoutez, la plupart d'entre eux, je dois reconnaître que je ne les connais pas, mais en revanche, il y a quand même 3 ou 4 noms qui ont, voilà, une certaine réputation. En particulier l'écrivain libanais Elias Rouri. Il y a le cinéaste Michel Khléfi. Voilà, il y a quelques noms qui émargent, mais n'étant pas spécialiste de la vie intellectuelle arabe, je ne prétends pas que forcément ils n'ont aucun intérêt, aucune réputation, mais en tout cas, voilà, c'est quelques-uns seulement qui effectivement qui ont attiré mon attention. Et ce qui reproche au fond, c'est que l'Institut du monde arabe ait accepté des pièces venues du musée d'Israël et de l'Institut Ben Tzvi. C'est ça qui fait problème apparemment.
Alors je dirais oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait même que l'IMA ait décidé de coopérer avec le Musée d'Israël et l'Institut Ben-Zvi et des collections privées d'ailleurs qui se trouvent en Israël et donc qui ont prêté leurs objets, c'est quelque chose voilà que contestent ces intellectuels. Et je dirais, pour toujours faire preuve de la nuance que l'on me connaît bien, c'est leur droit. Ils ont le droit de considérer que l'IMA, voilà, va dans le sens de la normalisation et pour eux, ce n'est pas une bonne chose. Jusque-là, on est dans le débat, dans la controverse et ceci ne me choque pas. Ce qui m'a beaucoup troublé, en revanche, c'est les arguments employés. C'est-à-dire, c'est la manière dont ils mettent en garde ou ils appellent l'IMA à ne pas continuer dans cette démarche-là. D'ailleurs, qui n'a pas lieu de continuer. Je veux dire, Israël n'est pas devenu maintenant un partenaire ad vitam aeternam de l'Institut du monde arabe. Elle l'a été pour quelques pièces pour cette exposition. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est par exemple l'utilisation coercitive, je cite, l'utilisation coercitive et immorale de l'art comme outil politique pour légitimer le colonialisme et l'oppression. Où y a-t-il dans l'exposition quoi que ce soit qui légitime le colonialisme et l'oppression? Est-ce que le fait même qu'Israël prête quelques objets, c'est contribuer à légitimer le colonialisme et l'oppression? Mais je veux dire, c'est complètement aberrant. Il est écrit également, alors il est fait question, il est fait part de la composante juive de la culture arabe, pour l'employer pour justifier un projet colonial. Mais il est indiqué que la culture des Juifs arabes fait partie intégrante de la culture arabe. Tant mieux, je m'en réjouis. Combien d'expositions sur les Juifs d'Orient ou les Juifs des pays arabes ont-elles été organisées dans le monde arabe? Alors, on revendique cette culture juive comme une composante de la culture arabe, mais il faut quand même bien comprendre. Où sont ces Juifs arabes aujourd'hui? Où sont ces Juifs d'Orient? Vous en avez 3/4, j'inclus le Maghreb et le Mashrek. Les 3/4 d'entre eux vivent en Israël. Alors, ils peuvent être considérés comme complices, comme des mauvais rejetons, comme des mauvais fils de la culture arabe. Ça, c'est leur problème. Enfin, il faut bien comprendre, cette culture, elle n'est pas appropriée par Israël, puisqu'ils accusent Israël de faire de l'appropriation de la culture arabo-palestinienne et de la culture judo-arabe. Alors, arabo-palestinienne, il n'y a rien qui en parle, c'est pas le sujet de l'exposition. Et la culture judo-arabe, si vous avez 3/4 de ces Juifs d'Orient qui vivent en Israël, où est ici l'appropriation? Qu'on me l'explique. Alors, il y a effectivement aussi, j'imagine, environ 300 000 Juifs qui vivent en France. Il y en a qui vivent au Canada, il y en a qui vivent aux États-Unis. Alors ceux qui vivent en France, ils font de l'appropriation aussi de la culture judéo-arabe, et ceux qui vivent aux États-Unis, ils servent l'impérialisme américain. Ben, je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, c'est là où, entre la protestation légitime, consistant à dire, nous intellectuels arabes, nous ne souhaitons pas que l'IMA coopère avec Israël. Ils ont le droit de le dire. Mais qu'ils soient cohérents. Enfin, ils vont plus loin en disant, nous, intellectuels signataires de cette tribune, estimons qu'il n'est pas admissible qu'on considère l'État d'Israël comme un État normal entre guillemets. C'est ça qui est dit dans cette tribune. Tout à fait. Non, tout à fait. Non, c'est le fait même de coopérer qui, pour eux, est voilà, c'est impossible, inconcevable. Je veux dire, en France, beaucoup d'institutions culturelles, économiques coopèrent avec Israël, peuvent avoir un contentieux avec Israël. Ça ne les empêche pas de considérer qu'Israël existe. Et je pense que l'IMA, qui est quand même une institution française, bien évidemment qu'elle est, si ça se justifie, et là, en l'occurrence, une exposition sur les Juifs d'Orient, justifier qu'on fasse appel à Israël. Il faut bien comprendre, ce n'est pas moi qui suis allé chercher ou qui ai conditionné ma participation au comité d'organisation de cette exposition, qui est exigé. Parce qu'on vous en fait accusation, vous êtes nommément désigné comme si, pour quelle raison on fait appel à Denis Charbit, un enseignant
à l'université israélienne pour participer à l'élaboration de cette exposition. Tout à fait. Et je dirais, pour ceux qui me connaissent et connaissent mes positions, c'est bien la preuve qu'ils ne font pas de distinction. Pour eux, quelque Israélien que ce soit est coupable, est complice. Et donc, à cet égard, on ne peut pas coopérer avec lui. Alors, on m'a expliqué, d'ailleurs, je dois dire que j'en ai eu l'explication par le correspondant du Monde, on m'a expliqué que non, c'est pas une discrimination des Juifs en tant que telle, puisque on peut coopérer, sont appelés à coopérer avec des institutions, quelles qu'elles soient, pour autant qu'on ait déclaré, qu'on ait fait une déclaration publique d'Israël comme État apartheid, qu'on ait déclaré reconnaître le droit au retour des Palestiniens. Et là, je me dis, attendez. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui soutiennent la cause palestinienne. Ça me fait aucun problème. C'est normal, quand il y a un conflit, il y a deux parties et chacun soutient celui qu'il a envie de soutenir. Mais là, ils ne se rendent pas compte, et c'est ça que je veux dénoncer, ils ne se rendent pas compte que en posant des conditions de ce genre, c'est ni plus ni moins que le retour à l'Union soviétique. Des Américains pouvaient aller en Union soviétique, mais il fallait qu'ils déclarent que les États-Unis sont un régime impérialiste, un régime capitaliste, etc. On est sous prétexte de soutenir une cause qui a le droit d'être défendue. On revient à des pratiques qui existaient du temps de Staline. Et ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est ça que je veux dénoncer. Et coopérer avec Israël ne veut absolument pas dire se rendre complice de quoi que ce soit. Mais eux, ils veulent mettre un ostracisme sur Israël. Et je le dis et je le répète, parce qu'au final, ce qu'ils ne veulent pas, c'est quelque forme que ce soit de réconciliation avec Israël. Même Israël amputé de ses territoires ne sera pas plus persona grata à leurs yeux. Est-ce que vous estimez que derrière... Est-ce que vous estimez, Denis Charbit, que derrière cette controverse, il y a le refus tout simplement d'accepter les accords d'Abraham? Oui, sans doute, mais attention, Shlomo, on a le droit de rejeter, on a le droit de contester les accords d'Abraham sous prétexte que ça s'est fait aux dépens ou sur le dos des Palestiniens. Ça, quand on est dans l'opinion politique, moi je n'ai pas de problème. C'est quand on saute un cran au-dessus, quand on d'appropriation culturelle, quand on parle de en quoi l'IMA légitime-t-elle l'occupation israélienne, en quoi l'exposite-t-elle quoi que ce soit de ce genre. Mais il faut bien comprendre, Shlomo, on est attaqué et de part et d'autre. De la même manière, j'ai eu droit à des posts et à des déclarations disant que l'exposition faisait l'apologie de la Nakba et que l'exposition se terminait par la Nakba. Mais quiconque dit ça n'a pas visité. N'a pas vu, absolument. Absolument. Tous ceux qui ont vu ne peuvent pas dire cela. Bien entendu, il faut bien comprendre. Moi, j'ai aucun problème avec une image de la Nakba. Pas du tout, ça me pose pas de problème. Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait dans cette exposition et pourquoi, pour délégitimer cette exposition, du côté de droite et du côté juif, on calomnie? On invente n'importe quoi. J'ai entendu une chronique de Shmuel Trigano disant fausse note dans l'exposition, ça se termine par une évocation de la Nakba israélienne. Je veux des preuves. On m'envoie des photos. Ça, c'est insupportable. Michel Taubman. Qu'on me dise, je vais même plus loin, Shlomo, qu'on me dise, oui, mais cette exposition, elle tend à montrer que Juifs et Arabes s'entendaient parfaitement, etc. Là aussi, c'est faux, puisqu'on évoque par des photos le pogrom de Constantine, des photos inédites, le départ des Juifs du Yémen vers Israël, le départ des Juifs d'Irak, non seulement dans les panneaux, mais on voit des documents qui en attestent. Mais qu'on considère que malgré tout, cette exposition tend à faire valoir la coexistence, on a le droit de le penser. Mais qu'on invente un faux et qu'on dise cette exposition se termine par la Nakba palestinienne, et après, tout le monde m'appelle, désolé de le dire, je citerai pas de nom, des gens m'appellent, Denis, comment tu as donné gain de cause à une exposition qui se termine par la Nakba? Mais où vous avez inventé ce truc-là? C'est quoi ce mensonge? Michel Taubman. Oui, sur le plan politique, moi je suis frappé par l'impuissance des signataires de cet appel. C'est-à-dire que cet appel est assez pathétique parce qu'il est révélateur de gens qui sont
qui sont tombés du train de l'histoire, qui sont en dehors des événements actuels. Et Denis a raison. Des deux côtés, on a des discours extrêmement radicaux qui traduisent une incapacité à analyser la réalité qui est mouvante. Alors il y a deux choses dont il parle pas, et je ne parle pas de Denis, dont on ne parle pas les signataires de cet appel, et qui devraient les interpeller. C'est qu'il y a quand même aujourd'hui en Israël depuis 6 mois un gouvernement qui est soutenu par un parti arabe, qui est un parti islamo-conservateur. Et on n'en parle pas à l'extérieur, ni les uns ni les autres. Personne n'en parle. On peut être pour, on peut être contre, on peut penser que Mansour Abbas, le chef de ce parti, est un fourbe, qu'il a une tactique, etc. Mais c'est un événement considérable. Et puis la deuxième chose, c'est ce qui se passe avec les accords d'Abraham et plus largement la normalisation. Je parlais avant-hier avec mon ami Mohamed Abdi, que certains ont connu en France, qui était le fondateur de Ni Pute Ni Soumise avec Fadela Amara, et qui aujourd'hui travaille en Israël pour le ministère des Affaires étrangères, en Israël, au Maroc, pardon, pour le ministère, on n'en est pas encore là, pour le ministère marocain des Affaires étrangères, et qui me racontait l'enthousiasme suscité par la visite de Benny Gantz au Maroc. Benny Gantz, qui est considéré, je pense, par les signataires de cet appel comme un criminel de guerre, comme le boucher de Gaza, etc. Il y a des gens qui veulent le faire comparaître devant le tribunal pénal international. Benny Gantz a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang, et un pays ami par les autorités marocaines. Israël et le Maroc ont signé un accord militaire de grande importance, et puis il y a de nombreux accords de coopération sur le plan culturel, économique, et ce que me disait Mohamed Abdi, c'est qu'aujourd'hui, alors d'abord, une chose palpable, c'est le recul des islamistes au Maroc. Le parti islamiste s'est effondré alors qu'il était le seul à mener campagne contre la normalisation avec ce qu'ils appellent l'antitétionnisme. C'est qu'aujourd'hui à Rabat, on a une ambassade d'Israël avec un drapeau israélien et les gens passent devant et personne ne veut l'attaquer. Et voilà, donc c'est une réalité nouvelle. Alors, et surtout, la réalité nouvelle, c'est que le roi du Maroc, après que son pays a reçu Benny Gantz, a fait une lettre aux Nations Unies en tant que protecteur des lieux saints de Jérusalem pour dire, moi qui, je cite en substance, je résume, moi qui suis ami avec les uns et les autres, avec Israël et avec les Palestiniens, je demande aux Israéliens et aux Palestiniens de ne faire aucun geste qui puisse nuire à la reprise des négociations. Je demande qu'il y ait une solution juste pour les Palestiniens. Donc il y a des choses qui bougent. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. C'est pour ça que je demandais à discuter. C'est pour ça que je demandais à Denis Charbit, est-ce que finalement derrière tout ça, il n'y a pas le fait que les accords d'Abraham ne passent pas, ont du mal à passer auprès de, il faut pas exagérer non plus parce que c'est 200 personnes dont il y a une ou deux personnes qui sont connues, ça ne représente pas l'ensemble du monde arabe, loin s'en faut, Denis Charbit. Oui. C'est vrai que de manière générale, il faut le dire, dans l'élaboration d'une réconciliation, d'une paix entre Israël et le monde arabe et les Palestiniens, malheureusement, la majorité des intellectuels arabes ont toujours eu un train de retard. L'Égypte, c'était Neguib Mahfouz et Toufik El-Hakim, deux grands écrivains qui ont soutenu, qui ont précédé même la signature des accords de Camp David, mais malheureusement, ce sont quelques exceptions trop rares. Et c'est vrai, je voudrais surtout, je pourrais exprimer mon indignation, je voudrais exprimer surtout ma déception. Si ces intellectuels arabes faisaient leur boulot, remplissaient leur fonction, ils auraient dû dire, je vais vous dire quel manifeste ils auraient dû signer. Ils auraient dû dire peut-être exprimer une réserve sur le fait qu'il y a coopération avec Israël. Pourquoi pas? Mais dire que c'est la première exposition sur les Juifs d'Orient, c'est l'impensé de l'histoire arabe, c'est ce qu'on ne veut pas savoir. L'Institut Ben Tzvi qu'il condamne est le seul institut dévoué à l'étude des Juifs dans le monde arabe, Maghreb et Mashrek confondus.
Combien d'instituts y a-t-il? Alors, ils se réclament de cette composante juive de la culture arabe, mais alors qu'ils ont une exposition pour dire, il faut aller la voir, parce qu'on ignore cette histoire, parce que nous-mêmes nous l'ignorons. Au lieu d'avoir ce courage politique et intellectuel là, ils s'enferment dans une défense exclusive dont on comprend bien qu'elle n'est pas là seulement pour apporter un soutien à la cause palestinienne. Elle n'a pas besoin de ça. C'est d'abord et avant tout pour exprimer un refus radical de l'existence d'Israël, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la politique. C'est l'idée même d'un État juif qui ne leur passe en travers. Alors, Denis Charbit, restez avec nous. On va faire une pause et on va parler ensuite. On va être rejoint par Pascal Bruckner pour parler de la culture woke. Le 4 quarts politique de la semaine, votre émission hebdomadaire du dimanche matin, avec cette semaine Michel Taubman, Denis Charbit, Aline Lebaille-Crémer et Pascal Bruckner qui vient de nous rejoindre. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous revenons avec vous sur un article dans Le Point sur la culture woke et sur ses ravages dans les universités américaines, dans les entreprises, dites-vous, et dans les médias. Vous dites quand même que ce phénomène connaît un reflux. Il y a vraiment un reflux? En Amérique, en tout cas. Oui, il y a un reflux timide, mais il y a surtout une contestation qui vient de l'intérieur même des catégories auxquelles s'adresse le woke. C'est-à-dire, pour l'objet de mon papier, les intellectuels afro-américains. Ce sont eux qui, en tout cas pour un petit nombre, contestent la validité des thèses du wokisme et notamment ce qu'on appelle la théorie critique de la race, qui est qui fonde l'ensemble de l'histoire des États-Unis sur un racisme systémique, pour utiliser la rhétorique des woke. Alors vous dites, leur propagande alimente de la haine, pas de la réflexion. Ta-Nehisi Coates est allé jusqu'à soutenir qu'il ne ressent aucune compassion pour les pompiers blancs morts durant le 11 septembre, car toute personne blanche est un démon, un tourment, un ouragan, quoi qu'elle fasse. Oui, alors vous voyez, c'est là où on touche aux limites du wokisme. Le wokisme se veut un antiracisme radical. Et en réalité, il érige une race, et c'est quand même terrible de parler encore de race au XXIe siècle. Ça nous ramène quand même tristement aux années 30. Donc il érige une race en responsable de tous les maux de la Terre, notamment de la communauté noire aux États-Unis, mais du coup, le wokisme s'étend au monde entier. Et donc on traque les Blancs comme étant les diables du genre humain. Et alors, évidemment, dans ces Blancs, aux États-Unis, il y a les Juifs. Parce que il y a eu une enquête dans le The Atlantic il y a quelques années où on s'interrogeait gravement pour savoir si les Juifs étaient blancs, et si on répondait positivement à cette question, eh bien, ça veut dire que les Juifs n'étaient plus des victimes et qu'ils étaient rangés dans la catégorie des dominants, des oppresseurs, avec toutes les conséquences qui s'en suivent, à savoir l'explosion des actes antisémites, notamment dans le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement multiforme et composite. Et la gauche laisse passer ce type de dérive parce que, dites-vous, des opprimés professionnels, comment des opprimés professionnels pourraient-ils être antisémites? Et vous dites aussi, il y a dans l'antiracisme woke une sorte de passe-droit pour un antisémitisme décomplexé. On en revient à la discussion de tout à l'heure avec Denis Charbit, qui se nourrit de la critique d'Israël et du divorce entre juifs et afro-américains au début des années 80. Donc il y a toute cette composante anti-sioniste, anti-israélienne. Oui, alors ça c'est comme en Europe, on connaît très bien ce mouvement-là en France.
Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un antisémitisme de gauche qui, évidemment, n'acceptera jamais d'être qualifié d'antisémite, mais dira qu'il est antisioniste et donc qui sommera les Juifs de choisir leur camp, c'est-à-dire le soutien à Israël ou bien le divorce d'avec le projet sioniste. Alors, tout ça est évidemment accentué aux États-Unis par l'alliance très ancienne à gauche dans le Parti démocrate entre les Noirs et les Juifs, qui étaient tous les deux bannis des lieux publics par la majorité WASP. Donc les WASP, c'est les anglo-saxons protestants, et les Noirs accusent aujourd'hui les Juifs d'avoir en quelque sorte trahi cette solidarité et d'être passés de l'autre côté. Comme l'a dit un historien français, Enzo Traverso, les Juifs sont devenus blancs, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur statut d'outsider qui maintenant revient aux Noirs et aux Arabes, curieusement pas du tout aux Asiatiques, qui sont oubliés dans le discours antiraciste, mais du coup ça met les Juifs en porte-à-faux parce que pour l'extrême droite, les Juifs sont des faux blancs qui en réalité trahissent les suprémacistes, et pour l'extrême gauche, les Juifs sont trop blancs. Enfin, pour les uns, ils ne sont pas assez, pour les autres, ils le sont trop. C'est ce que vous appelez, d'une bonne formule, l'extrémisme pigmentaire. Vous parlez... Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est réduire tous les êtres humains à leur couleur de peau. Oui. Alors, vous parlez d'un reflux aux États-Unis. Est-ce que c'est le cas en France? Parce que vous terminez votre papier outre-Atlantique, l'héritage de Martin Luther King, aujourd'hui récusé par les jeunes générations, est en tout point conforme à l'idéal universaliste de la République. C'est sur cette grande figure et celle de Joséphine Baker, récemment célébrée par la France et les États-Unis, que la France et les États-Unis pourraient se tendre la main par-delà les grands prêtres de l'extrémisme pigmentaire. Est-ce que ça baisse également en France? Non, alors en France, ça arrive. Donc on est dans une situation très différente. Ça arrive comme toujours dans les médias, puisque les médias sont souvent un très bon révélateur de la mentalité, mais ça arrive surtout à l'université et dans les entreprises. Vous vous souvenez qu'il y a un an, L'Oréal avait supprimé de son vocabulaire les mots blanc, blanchiment, blanchissement, clarification, de peur d'être assimilé à la blanchitude honnie. On a eu quelques hommes politiques ou quelques femmes qui sont tombés dans cette rhétorique là aussi pigmentaire, mais en France, il y a une résistance. Parce qu'on a connu la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on sait les ravages que l'idéologie raciste peut provoquer dans nos pays, alors que les Américains semblent faire du racialisme le fer de lance de la lutte antiraciste. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est ce que nous, Français, pourrions apporter aux États-Unis. Et malheureusement, la gauche démocrate est très divisée. Et Joe Biden, bien qu'il soit lui, comme Barack Obama, un héritier de Martin Luther King, Joe Biden est paralysé par son ultra-gauche, qui socialement est assez timoré, mais qui racialement est extrémiste. Et donc considère que tout blanc est coupable, à moins qu'il ne fasse amende honorable et qu'il reconnaisse son privilège, son crime d'avoir un épiderme clair. On est là dans un mouvement qui est fou, qui livrait une sorte d'autodestruction inquiétante. Aline Lebaille-Crémer. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus jeter tout l'antiracisme avec l'eau du wokisme. Par ailleurs, ce qui est décrit dans les universités américaines est une chose, ce qui se passe en France en est une autre. C'est quand même un mouvement qui n'est absolument pas massif dans ce pays. Quant à les références à Joséphine Baker et Martin Luther King sont très très présentes, y compris chez beaucoup de militants. Il y a des dérives, il y a des crétins, il y a des gens qui font n'importe
n'importe quoi au nom de logiques douteuses, mais d'une manière générale, les grandes organisations antiracistes ne sont absolument pas là-dedans et se réfèrent à des figures tout à fait légitimes et belles, comme Martin Luther King, dont on vient de parler à l'instant. Alors, vous répondez peut-être, Pascal Bruckner, est-ce qu'il n'y a pas un effet de loupe, finalement, sur ce phénomène? Oui, alors, non, c'est vrai, il y a un effet de loupe, c'est-à-dire que les Français ont spontanément tendance à adopter les modes et les tics des Américains avec quelques années de retard. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir la critique que font les intellectuels afro-américains, comme Thomas Chatterton Williams, qui vit d'ailleurs à Paris, Glenn Loury, Coleman Hughes ou John McWhorter. Et John McWhorter, avec qui j'ai parlé, qui est à la fois éditorialiste au New York Times et qui enseignant de linguistique à l'Université de Columbia, explique que le wokisme, dans ses fondamentaux, est hostile aux Noirs, c'est-à-dire qu'il les victimise, il en fait les objets passifs de la domination blanche et par là même il les infantilise. Il les empêche de prendre leur destin en main puisque finalement on attend tout du méchant blanc qui doit demander pardon et donc finalement tout va dépendre alors que lui invite les Afro-Américains à prendre leur vie en main par l'éducation, par le travail et par la responsabilité. Et John McWhorter met en lumière un élément qui est très important et qui est en général dissimulé, c'est la violence à l'intérieur même de la communauté afro-américaine et qui prend des proportions absolument gigantesques. Et il dit il est trop facile de tout ramener à la question du racisme et il faut que les Afro-Américains s'interrogent sur ce problème. Et d'ailleurs, un très bon indice de ce changement de mentalité, c'est vous savez que le nouveau maire de New York qui prend ses fonctions le 1er janvier, je crois, est un policier afro-américain et qui, lui, prône une politique sécuritaire extrêmement sévère, au contraire de Bill de Blasio, qui était son prédécesseur. Donc, on voit bien que l'enjeu derrière l'antiracisme de façade, c'est un enjeu de société très important et qui, évidemment, a des conséquences politiques considérables. Donc, sans entrer dans les subtilités de l'antiracisme français, je pense qu'aux États-Unis, un certain antiracisme peut finalement aggraver la condition de ceux auxquels il prétend porter secours. C'est ce que disent ces intellectuels afro-américains. Et je vous conseille d'inviter d'ailleurs, si vous l'avez pas déjà fait, Thomas Chatterton Williams, qui est un garçon brillant, qui a une 40aine d'années, qui vit chez nous et qui a très très bien réfléchi aux impasses de l'antiracisme woke. Nous avons invité aussi Mathieu Bock-Côté qui vient de faire un livre là-dessus. Le dernier mot appartient à Denis Charbit. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Enfin, dire quelque chose là-dessus? Oui, si vous m'entendez, tant mieux. Oui, on vous entend, voilà, absolument. La liaison est établie. Alors, je dirais que le phénomène en Israël reste encore circonscrit. Il n'a pas cette publicité ou, je dirais, cette diffusion qu'on peut voir en France, aux États-Unis. Mais je dirais que ce à quoi on assiste, finalement, c'est au devenir ou au dépérissement d'idées qui, au départ, sont bonnes. Voilà, l'antiracisme, c'est très bien. Et puis, à un moment, les choses peuvent aller très loin. Et on peut le dire de tout, du libéralisme, on peut le dire du sionisme. Je veux dire, il y a un moment où il y a une sorte de logique radicale qui s'en empare. Et il faut non pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire, bien établir quelle est la distinction entre ce qu'il y a de légitime, d'audible et de souhaitable dans l'antiracisme comme lutte et les perversions, les dérives, et là où il échappe en roue libre et qui constitue un danger parce que ça peut finalement avoir comme effet de mettre en cause ce qu'il y a d'audible, de justifiable et de souhaitable dans ces causes-là. Alors, je me tourne vers Aline Lebaille-Crémer parce que je voudrais que vous disiez quelques mots, Aline, sur le procès des attentats du 13 novembre que vous suivez. Et cette semaine, c'était des proches des deux
kamikazes du Bataclan qui sont intervenus. C'était une confrontation assez dure. Il y a eu les parents, il y a eu aussi, il y a eu les deux pères et il y a eu aussi une des deux mères. Oui, ce procès est quelque part divisé en blocs. Et là, nous sommes sur, non pas les accusés, interroger le geste des accusés, leur parcours, mais d'interroger les fabriques de la haine dans les cerveaux. Et c'est de comprendre ce qui s'est passé, donc de s'intéresser aux proches des terroristes. Donc c'est des pères, des mères, des nièces. On a vu notamment la famille Klein s'exprimer, donc les fameux frères Klein, supposés morts en Syrie. Qui sont dans tous les procès, à peu près cités dans tous les procès concernant le terrorisme de ce pays, qui ont été les porte-voix finalement de l'État islamique. C'est ceux qui ont annoncé la revendication de l'attentat du 13 novembre. Donc on a entendu mère et nièce, mère et fille, et nièce de ces frères-là, dans un témoignage absolument glaçant, très froid, très structuré, de description, elle le dit elle-même, d'une sorte de régime nazi sur place. Et sans pour autant, malgré tout, remettre en question son parcours, son retour, son vécu là-bas. Donc c'est quelque chose d'assez, en tout cas, assez perturbant pour les parties civiles. Donc c'est un peu cette semaine était consacrée à aller essayer de chercher, comprendre ce qu'il y avait dans les têtes. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est pas sûr. D'autant que, par ailleurs, tous ces témoignages sont en visioconférence, ce qui n'est pas rien. En fait, il n'y a pas n'est pas dans la même pièce, donc c'est une histoire pour des raisons techniques et de couches successives d'emprisonnement des uns et des autres. Donc cette rencontre est assez compliquée, d'autant que ce qui s'est passé cette semaine aussi, et ce qui se passe depuis quelques jours, c'est interroger par ailleurs les enquêteurs de ce qui s'est passé au niveau des services de l'autre côté du Thalys, c'est-à-dire en Belgique. Et manifestement, ce qui est marquant aussi, peut-être dont on a moins parlé, c'est l'indigence aussi de ce qui est rapporté par les auditionnés, les failles, les erreurs qui font que les bras en sont tombés à moult parties civiles, tant ça va pas, quoi. Enfin, il y a des choses qui ne vont pas, et on a pu pointer ici, fantasmer, instrumentaliser à tort ou à raison. On le verra peut-être d'ici mai, ce qui s'est passé en France. En tout cas, du côté belge de toutes ces filières, c'est évident que il s'est passé des dysfonctionnements incroyables. Et puis, le vote sur l'irresponsabilité pénale après l'affaire Sarah Halimi, on ne juge pas et on ne jugera pas les fous, c'est la déclaration du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, mais en même temps, il n'y aura pas d'irresponsabilité si l'abolition temporaire du jugement résulte de la consommation volontaire de psychotropes dans le but de commettre une infraction. Donc il y a des nuances qui sont établies dans le projet de loi. Oui, il y a plusieurs nuances qui sont désormais inscrites dans la loi sur ce principe de droit et de psychiatrie assez fondamental, qui a une histoire qui remonte à Platon, l'Antiquité, etc. Moi, ce qui m'interroge, c'est que finalement, y compris dans l'opposition à cette loi, tout a été anglais sur la question sécuritaire du côté de la France insoumise, une partie de la gauche a rejeté cette loi sur cette question-là, en expliquant que ça allait renforcer et que ça allait dans le sens d'une ultra-sécurisation de ce type de dossier. Mais en fait, moi, ce qui m'interroge, c'est la notion de volonté et de prise de psychotropes. Et je salue les juges qui vont aller au boulot sur ce genre de dossier, parce que cette question de volonté, quand on parle de parcours où il va être question d'addiction, où il va être
question de toxicomanie, la notion de volonté et de droit là-dedans interroge quelque chose d'assez fondamental sur notre système juridique, sur la prise en compte de tout ça. Enfin, la symbolique, c'est pas rien, en fait, ce qui se passe à cet endroit. Beaucoup de psy ont hurlé. Et comment ça s'articule? Est-ce que ça va dans le sens qui est un mouvement depuis les années 80, finalement, de renforcer aussi la parole des victimes dans ce type de procès, des parties civiles, par rapport à l'inscription dans le marbre de « on ne juge pas le fou ». Donc il y a tout ça qui se joue, il y a tout ça qui se confronte. En tout cas, un truc qui est certain pour avoir, c'est quand même ma formation universitaire, et en particulier sur la question de l'addiction, déterminer à un moment donné la volonté de la prise de substances psychotropes ou de drogue par un toxicomane. Bon courage, mesdames et messieurs les juges. En tout cas, ça veut dire simplement que le terroriste présumé, s'il a pris de la drogue avant d'aller commettre son attentat, dans ce cas précis, bien sûr, considéré comme irresponsable. Je parle de tout le reste, parce qu'il y a plusieurs cas. Il est question, effectivement, oui, la prise de Captagon avant d'aller attaquer je ne sais pas qui dans voilà, dans l'acte terroriste, évidemment. En revanche, ça implique, parce que c'est dans la loi, tout ce qu'il y a autour, et ça va être compliqué. Ça va être super compliqué. Très rapidement, pour ceux qui restent avec nous, votre coup de cœur de la semaine. Non, il en a pas. Vous en avez un West Side Story. West Side Story. Évidemment, Spielberg. Oui, West Side Story, pour une des seules bonnes raisons, peu importe s'il est moins bien, meilleur, c'est que tout le monde parle de West Side Story, de Leonard Bernstein, de Rita Moreno, et c'est formidable. Oui. Je pensais à une personne, mais là, je pense à un film que j'ai vu en début de semaine, Les choses humaines. Excellent film de Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg et Ben Attal, qui est leur fils, et qui est un film qui est d'actualité, mais qui est tiré d'une œuvre littéraire, et qui est un film remarquable sur la question du viol. Et ce qui est intéressant du viol ou de l'agression sexuelle, et on est en plein dans l'actualité avec le mouvement MeToo et toutes les controverses que ça provoque, c'est que là, on a les deux points de vue. On a le point de vue de la jeune femme qui a sincèrement le sentiment, et non sans raison, d'avoir été violée, et le point de vue du jeune homme qui est persuadé qu'il n'a pas commis de viol. Et c'est extrêmement passionnant parce que on a, sur cette question d'actualité et de société très importante, qui touche tout le monde, on a quelque chose qui est une véritable tragédie où jusqu'au dernier moment, le spectateur honnête hésite. Et on hésite parce qu'on a les deux ressentis qui sont différents. Eh bien, nous recevrons d'ailleurs très très prochainement sur cette antenne Karine Thuil, puisqu'elle vient de faire un nouveau roman. En attendant, merci à tous les quatre, Michel Taubman, Denis Charbit, Pascal Bruckner, Aline Lebaille-Crémer. C'était le 4 quarts politique de la semaine, votre émission du dimanche matin. Bon dimanche à tous.